Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. En compagnie ce midi de Louis Cottreuil-Régueil, le président du Parti travailliste. Bonjour. Bonjour Madame Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez fait l'actualité, créé l'événement le 17 juillet dernier en annonçant que vous démissionniez de tous vos mandats électifs. Quelle est la vraie raison de cette démission? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Il y a plusieurs raisons. Une raison principale, une des raisons principales, c'est le score qu'a fait le Parti travailliste pendant ces élections. D'une manière générale, ce score, il est intéressant pour nous parce que on progresse et on est la troisième force politique indépendantiste derrière l'UC et le Palika. Mais au niveau de la province des îles, où nous pouvions faire quelque chose d'intéressant, et nous avions donc essayé de faire une alliance. Cette alliance, au dernier moment, elle n'a pas marché. Et puis, au niveau des résultats, ils n'étaient pas ceux que l'on escomptait. Donc ça, c'est une première raison parce que c'est intéressant de pouvoir, si vous êtes dans les institutions, de pouvoir travailler, de pouvoir faire des choses, en tout cas en ce qui me concerne. Ensuite, moi j'avais, avant les élections, justement cette alliance-là, elle avait pour but de permettre qu'il y ait un certain nombre d'élus. Donc cette alliance n'ayant pu se faire, j'ai pris l'engagement que si nous n'avions que 2 élus, eh bien je démissionnerais pour permettre à un jeune d'Ouvéa en particulier, de Gossana, d'accéder donc à l'institution provinciale. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait tout à fait normalement. C'était un engagement que vous aviez pris auprès de vos militants parce Exactement. que vous n'en aviez pas parlé publiquement avant. Non, pas du tout, parce que si je m'engageais pour conduire la liste du Parti travailliste, il fallait qu'on puisse avoir le meilleur résultat possible. Donc annoncer préalablement que je quitterais si on n'avait pas les résultats escomptés, bon, c'était tout de suite avoir une partie de l'électorat qui dirait bon, pourquoi voter pour lui puisqu'il s'en va, quoi. Ça faisait un peu défaitiste, quoi. Ouais, c'est ça. Mais vous étiez présent quand même dans les 3 provinces. Pourquoi est-ce que dans le Nord, vous espériez refaire votre place? Ça a été impossible. Pourquoi est-ce que le Parti travailliste n'arrive plus à retrouver les scores qu'il a pu faire un temps dans la province Nord? Mais parce que je crois que on subit toujours les mauvais choix que nous avons faits en 2014. La liste en 2014 n'a pas été conduite par Roch Douy. Et donc, on a eu un score qui n'était pas celui qui était attendu. Et donc après, n'ayant personne dans l'institution, n'ayant personne qui fait l'actualité, revenir après, surtout donc que le Palika et l'UC ont bien occupé la scène politique, c'était difficile de faire un meilleur score. Donc, on va dire qu'on repart sur une base minimale. Et voilà, donc c'est sûr qu'on aurait espéré faire plus au Nord, mais je pense que le résultat, il est correct par rapport à cette, on va dire que ce choix qui avait été fait en 2014, aujourd'hui, on supporte encore les conséquences. Et dans le Sud, là aussi, vous aviez attendu un certain temps avant de confirmer une liste conduite par Cyprien Kawa. Vous auriez préféré une liste d'union. Enfin, vous auriez préféré être sur la liste unitaire avec les autres, avec les partis du FLNKS? Mais je crois que quand on est des responsables politiques, avec l'engagement que l'on a, les choix qui sont faits, ils doivent être faits en fonction de l'intérêt de ce que nous représentons. Et l'intérêt du mouvement indépendantiste, c'était d'avoir une liste unitaire dans le Sud. Et moi, je pense qu'avec une liste unitaire dans le Sud, on aurait pu avoir la majorité au Congrès et la majorité au gouvernement. Ceux qui sont dans le FLNKS n'ont pas jugé utile de le faire. Et c'est pour ça que après ce qui s'est passé donc au niveau du gouvernement et donc la question de la vice-présidence, eh bien c'est pour ça que j'ai fait cette déclaration assez forte en disant que pour moi le FLNKS n'existe plus,
qu'aujourd'hui c'est devenu un simple fonds de commerce électoral pour les partis qui sont à l'intérieur. Oui, vous avez dit aussi que vous aviez justifié votre démission en disant que vous ne vouliez plus siéger avec des partis qui pour vous avaient trahi la cause kanak. C'est quand même des propos très forts. Oui, mais moi je suis un membre fondateur du FLNKS. Je suis l'un des derniers membres fondateurs du FLNKS. Et donc, quand je vois les erreurs, les renoncements qui se sont faits depuis un certain temps, et j'évoque par là aussi les différents comités de suivi auxquels j'ai assisté, et quand je pense que malgré tout ça, malgré toutes ces erreurs, on avait la possibilité quand même d'avoir une majorité dans les institutions qui pèsent au niveau du pays, à savoir le Congrès et le gouvernement, et que pour des questions d'ego, des questions de partisanisme politique, on renonce à ça. Eh ben, c'est pas digne du FLNKS, à mon sens. Et donc, pour moi, c'est trahir la cause kanak. Donc, pour moi, ce sont des propos qui ne reflètent que la réalité. Mais ce sont des questions d'ego ou c'est une vraie question politique parce qu'ils vous reprochent toujours d'avoir appelé à la non-participation au référendum du 4 novembre. C'est ça, en fait, que vous continuez à porter et qui va continuer à peser dans vos relations? Oui, mais ça, c'est un prétexte parce que le Parti travailliste n'a pas de groupe au Congrès. Et quand il s'est agi de faire une liste d'union pour le gouvernement, là encore, ils auraient pu avoir la majorité au gouvernement s'ils avaient fait une seule liste et que le Parti travailliste aurait voté en faveur de cette liste. Ben, ils l'ont pas fait. Et là, c'était une question d'ego parce que chacun voulait être président. Après, chacun voulait être vice-président. Donc, c'est pour ça que je parle de problème d'ego. Et ça n'a rien à voir avec le référendum. Donc ça, c'est un prétexte dont ils se sont servis, et y compris jusqu'aux élections provinciales. Après, ils ne pourront plus s'en servir de ce prétexte-là. Vous avez quand même siégé donc un tout petit moment comme non-inscrit au moment de l'installation du Congrès. Pourquoi est-ce que vous quittez le Congrès? C'est quand même une tribune. Quand vous y êtes, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez vous exprimer. Dans la dernière mandature, vous avez fait partie du groupe UCF-LNKS et nationaliste en plus. Est-ce que c'est pas des moyens, est-ce que c'est pas intéressant pour vous malgré tout d'être présent dans ces instances? Quand on est dans l'institution, effectivement, c'est des possibilités qui sont offertes. J'ai vu les limites de cet engagement au sein du groupe UCF-LNKS et nationaliste. Je donne un exemple. On prend une position par rapport à la réforme de la loi organique sur laquelle on était contre. On a une position et je suis désigné pour aller au comité des signataires pour défendre cette position. On arrive au comité des signataires, le groupe UCF-LNKS et nationaliste, par son président, renonce à sa position et s'aligne derrière Paul Néautine, simplement par solidarité BPF-LNKS. Pour moi, c'est pas du tout être sérieux en politique que de faire des choses comme ça. Et donc voilà. Alors après la tribune, moi je pense que je dispose d'une expérience politique qui me sert même en dehors du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et croyez-moi, je ne me tairai pas et je continuerai donc à occuper la scène politique en étant simplement à la tête du Parti travailliste. L'élu qui va vous succéder au Congrès, quelle consigne ou quel conseil lui avez-vous donné? Comment est-ce qu'elle va pouvoir exister toute seule au milieu entourée de 53 autres élus? Elle va siéger en non-inscrit elle aussi? Écoutez, elle fera comme moi, c'est-à-dire qu'elle siégera en non-inscrit et selon les dossiers, selon les circonstances politiques, elle sera amenée à voter ou pas avec les autres élus indépendantistes. Mais en tout cas, on suivra ensemble ces dossiers, on suivra ensemble le contexte politique pour qu'elle suive les consignes du parti. Et dans la province des îles, là, vous avez deux élus sur 14. C'est quand même un moyen de peser, surtout qu'en général, dans la province des îles, vous êtes associé à l'exécutif ou dans les commissions, vous pouvez jouer un rôle. Ça vous intéressait pas, au niveau de la province des îles, d'apporter un certain nombre de choses? Alors, depuis 2009, où nous avons existé à la province des îles, le Parti travailliste, on n'a jamais été associé à l'exécutif. Donc, toutes les alliances ont toujours été faites en dehors du Parti travailliste. Donc, voilà, je crois que pour même beaucoup... s'il n'y a que des indépendantistes, vous n'êtes pas associé directement.
Ben, je crois que j'allais dire, pour beaucoup, le Parti travailliste reste la bête noire. Hein, donc, peut-être parce que nous avons un franc-parler, que nous essayons toujours, nous avons cette exigence de vérité que nous avons érigée en doctrine politique. Donc, voilà. Hein, et nous, on ne changera pas, on n'a pas changé, on ne changera pas. Ensuite, c'est vrai que on a pu travailler dans des commissions. Donc on a fait du travail. Moi j'étais président de la commission des sports à la fois au Congrès et à la province des îles, et ça m'a passionné parce que s'occuper des jeunes, s'occuper du sport. Moi je suis un ancien sportif, même si physiquement je le rappelle pas, mais donc c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et voilà, hein, donc participer aux Jeux du Pacifique, tout ça, c'est quelque chose de très bien. Donc voilà. Après ça suffit pas, quoi. Il faut peser politiquement, et donc nous on ne peut pas le faire. Maintenant, il y a 2 jeunes élus, je dirais, même si Madame Wright est assez ancienne en politique, c'est une militante qui a quand même beaucoup d'expérience, mais elle est nouvelle au Congrès, et Monsieur Weah est nouveau à la province des îles, donc ils vont s'aguerrir, ils vont apprendre, et puis après, il y aura encore d'autres élections et on verra, hein, les choses pourront changer un jour. Avec un changement de gouvernance dans la province des îles, c'est Jacques Layet aujourd'hui qui préside la province. Ça change quelque chose quel regard vous portez sur cette nouvelle mandature? Il y a du lessivage, on va dire. Hein. Toute l'équipe de l'ancienne administration de M. Népéoun a été changée, alors que c'est quand même de l'Union calédonienne. Hein. Donc voilà, hein, je crois qu'il y a des couteaux qui s'aiguisent dans l'ombre pour de futures élections, parce que c'est incroyable ce qui se passe à la province des îles. Bon, maintenant, vous savez qu'au niveau institutionnel, le président est l'exécutif, et donc il décide de tout, pratiquement. Donc il a décidé de changer l'administration, même si c'était une administration UC. Donc voilà, mais je sais que ça commence à grincer des dents, que ça laisse des rancœurs. Nous, on est spectateurs par rapport à ça, donc voilà. Hein. Ces grands projets comme faire de l'aérodrome de Wanam un aéroport international de relais, ça vous paraît réaliste et intéressant pour la province? Moi, je dirais que professionnellement, hein, je suis sceptique. Donc je vais y revenir, mais par contre, je voudrais quand même rectifier une chose. Hein, c'est pas M. Lallier qu'on a eu la primeur. Hein. C'est un vieux dossier d'en parler déjà un certain nombre d'élus. Je crois même que M. Caloy avait commencé à en parler. Mais si aujourd'hui il y a des vols, c'est parce que le président, l'exécutif précédent, l'assemblée, les assemblées précédentes ont préparé le terrain pour qu'il y ait un aérodrome suffisamment grand pour accueillir donc les nouveaux ATR. Et voilà, maintenant c'est facile maintenant de pouvoir faire le Vanuatu. Alors faire le Vanuatu, c'est une chose. Un aéroport international, au même titre que Tontouta, c'est autre chose, hein, parce que, je veux dire, c'est bien de fantasmer, mais après, il y a les réalités au niveau des coûts. On connaît les difficultés des Arcalins, donc s'il faut remplir les avions pour venir, il faut aussi remplir les avions pour repartir. Et je crois qu'il y a des réalités, il y a des vœux qui vont se trouver confrontés à des réalités incontournables. Maintenant, faire des charters au Vanuatu, voilà, c'est bien, ça c'est facile à faire. Ça c'est jouable. Le nouveau président qui a comme leitmotiv que la province des îles est délaissée, est abandonnée et maltraitée par rapport aux 2 autres, c'est le sentiment que vous avez aussi, vous qui avez été élu de la province des îles et qui êtes originaire des îles? Bon, je comprends pas pourquoi il dit ça. Je veux dire, la province des îles a bénéficié de la répartition budgétaire qui avait été prévue au moment des accords. Après, les choix qui ont été faits, ils ont toujours été faits par la majorité politique, hein, donc l'Union calédonienne, hein, Monsieur Lallier, il est de l'Union calédonienne aussi. Alors dire que la province a été délaissée, donc c'est condamner son propre parti, et je suis quand même un peu surpris. Moi, personnellement, en tant qu'élu ayant siégé dans les 2 dernières mandatures, je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, hein, et Monsieur Neko Népéoun a bien travaillé à mon sens. Hein, donc nous on a eu des rapports assez courtois et des rapports aussi de reconnaissance par rapport au travail qui a été fait. Mais dire aujourd'hui que la province a été abandonnée, c'est à l'effort de café, je pense.
Alors au Congrès, l'élection de Roch Wamitan, vous siégiez encore au Congrès à ce moment-là, lors de l'installation de l'institution. Ça vous satisfait finalement que ce soit un indépendantiste qui préside le Congrès? Vous disiez tout à l'heure, on aurait pu avoir la majorité. Bon, vous n'avez pas la majorité au Congrès, mais c'est un président indépendantiste. Oui, sauf que en l'état actuel des choses, il est tributaire de la volonté de Éveil Océanien. Prochaine élection l'année prochaine, si Éveil Océanien décide de ne plus voter, il sera plus président. Alors on aurait pu être très confortable pour toute la mandature, et puis on aurait évité ces problèmes d'ego. Il serait partagé les postes, certains au Congrès, certains au gouvernement. Mais voilà quoi, quand on a une vision qui ne va pas plus loin que le bout de son nez, c'est difficile d'avoir une stratégie large et avec une vision. Parce que ça aurait changé les choses à votre avis si les indépendantistes avaient été majoritaires. Les questions d'ego auraient été moins fortes. Non, je pense que le partage aurait été plus simple. Et chacun, donc, aurait pu être servi. Tandis que là, les postes étant restreints et les appétits étant présents, ça a été un peu plus difficile. Et on l'a vu, après le spectacle pour la vice-présidence du Congrès, mais quelle honte, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire. Pour nous, c'est une honte et je le redis. Que ce soit les non-indépendantistes qui finalement aient dû trancher, ça vous a agacé ou ils auraient dû trouver un accord entre eux? Non, mais c'est normal, ça. C'est normal. Et puis moi, je pense que là, aujourd'hui, ceux qui jouent bien leur jeu, c'est Éveil Océanien. Ils ont montré à l'avenir en confiance qu'ils avaient été oubliés, donc ils ont voté Wamitan au Congrès. Après, ils ont fait liste commune pour le gouvernement, et donc ensuite, Éveil Océanien est revenu à l'exécutif de la province sud. Moi, je trouve que j'ai dit, il y a une certaine habileté politique. Oui, et déjà surtout, leur stratégie électorale, vous avez salué aussi la manière dont ils ont réussi à émerger dans le paysage politique. Ça, c'était plus facile, ça. Ouais. C'était plus facile. La communauté wallisienne et futunienne est très identitaire et a le réflexe communautariste, et donc je rappelle aussi que Éveil Océanien s'est construit avec l'ancienne association Tabaka, et donc il y avait déjà des bases dans la population. Et moi, personnellement, j'ai pratiqué les gens de la communauté depuis longtemps dans l'USTKE, et je sais que il y a une volonté forte de montrer que les Wallisiens, Futuniens, ils sont des gens qui sont capables, qui peuvent faire un certain nombre de choses. Et donc, après présenter une liste pour la communauté, ça ne pouvait que drainer un vote majoritaire de la communauté. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc pour moi, ça c'était pas. Il n'y avait pas de stratégie particulière. Pour moi, c'était une évidence que ceux qui font une liste communautaire au niveau de la communauté wallisienne-futunienne, ils aient une réussite. Après, où il y a l'habileté politique, c'est d'avoir su jouer entre les uns et les autres. Et surtout, moi, je reconnais que cette vision pragmatique dont il parle même, elle fonctionne bien. Et je veux simplement prendre les secteurs sur lesquels M. Mouliava a été désigné, à savoir le secteur de la construction, l'OPT. Donc, quand on connaît les marchés de l'OPT, c'est beaucoup. Et donc, je crois que moi, en tout cas, je vais suivre de très près le comportement de ce conseiller pour savoir s'il n'y a pas trop de favoritisme dans l'attribution des marchés. Beaucoup de gens sont quand même inquiétés de voir l'émergence de listes communautaires, justement. Vous, ça ne nous inquiète pas dans le contexte actuel de la Nouvelle-Calédonie, qu'on se retrouve par ethnie pour faire des listes Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même Si, je pense, parce que c'est contraire à tout ce qui s'est fait depuis la signature des accords. Ça, c'est clair. Après, il faut faire attention que ça n'aille pas trop loin. Moi, j'avais l'occasion déjà de le dire ici, que ici, j'ai rappelé qu'ici, c'est le pays kanak. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que
Parce que, comme je l'ai dit dans la conférence de presse que j'ai faite après, c'est que moi, ce que j'ai remarqué dans cette communauté, c'est que ce sont des gens qui sont très travailleurs et qui, ont été toujours discrets. Bon, même s'ils ont eu un engagement politique vis-à-vis des partis non indépendantistes, même si pendant les événements, on connaît le rôle qu'ils ont joué au niveau des milices, donc. Même ça, moi, je dirais que c'était dans un contexte. Mais ce qui m'a frappé chez eux, c'est à la fois cet engagement fort dans le travail et en même temps cette discrétion. Or, avec Éveil Sohagnien, ils sont sortis de cette discrétion qui a même gêné un certain nombre de Wallisiens que je connais bien, en disant que eux, ils étaient contre l'indépendance, donc ils ont pris position un peu contre les Kanaks, en disant ça, et qu'ils souhaitaient qu'il y ait plus de monde dans le pays. Alors ça, c'est quelque chose, déjà, au niveau de chez nous, on est très à fleur de peau, s'agissant donc de l'immigration, et maintenant que Éveil Océanien se permet de dire ça, ça dérangeait, et je pense que ça a pointé une attention sur eux, alors qu'ils auraient pu très bien faire ce qu'ils ont fait, et puis voilà, travailler dans les institutions sans vouloir faire des déclarations tonitruantes comme ça. Oui, vous les avez appelés au respect des gens de l'endroit. Tout à fait. Vous démissionnez donc de vos mandats électifs, de la mairie de Lifou aussi d'ailleurs. Pourquoi vous pouviez rester conseiller municipal de Lifou? Non, je pense que fallait mettre de l'ordre au niveau institutionnel, c'est ce que j'ai fait. J'étais d'ailleurs pas très engagé au niveau de la mairie de Lifou parce que là aussi j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ce qui s'était passé. Et puis je pense que voilà, on fait un choix à un moment donné, donc il faut le faire jusqu'au bout, et c'est ce que j'ai fait. Mais vous ne vous retirez pas de la vie politique. C'est ce que vous avez dit, vous êtes président du Parti travailliste, mais ça se traduire comment? Vous aurez quand même moins d'écho, peut-être, que si vous êtes dans les institutions, non? Ah ben non, vous savez, nous, de la politique, on en a fait, moi, quand j'étais président de l'USTKE, j'avais pas de mandat institutionnel, mais j'étais très présent au niveau politique, donc je sais que le Parti travailliste, aujourd'hui, existe et aura de plus en plus son mot à dire. Si je veux revenir sur le choix que nous avions fait de ne pas participer, en tout cas de ne pas cautionner ce que nous avions appelé comme un référendum d'autodétermination bidon. Donc ce choix-là, on verra en 2020 si le oui va gagner, on verra en 2022 si le oui va gagner. Maintenant, si le oui ne gagne pas, on ne pourra pas dire encore c'est à cause du Parti travailliste. Donc à un moment donné, la réflexion sur le référendum d'autodétermination, il va véritablement se poser. Et donc, le Parti travailliste sera là pour dire, on vous l'avait dit en 2018. Alors, l'avenir en confiance et le FLNKS, vous le savez, ont demandé l'organisation du deuxième référendum ou du second référendum le plus tôt possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement vous êtes d'accord en disant qu'on le fasse le plus vite possible pour s'en débarrasser, ou est-ce que vous pensez qu'il faut suivre le calendrier de l'accord? Écoutez, eux, ils ont la responsabilité de ça. Ils ont signé un accord qu'ils ont voulu toujours appelé au respect de cet accord. Que vous avez toujours contesté? Aujourd'hui, oui. Je vais pas revenir dessus parce que depuis ce moment-là, on était en désaccord. Mais aujourd'hui, j'apprends qu'ils appellent à ne pas respecter cet accord-là, en tout cas dans le calendrier qui est prévu. Donc, je suis un peu étonné et je leur en laisse la responsabilité. Pour ce deuxième référendum, vous prendrez position à nouveau? Vous verrez le moment venu, ou vous savez déjà que... On se prépare. On a encore un séminaire fin septembre, début octobre sur la question. Pas seulement sur le référendum de 2020, sur la question de l'indépendance, et y compris donc à l'intérieur de cette réflexion la question du prochain référendum de 2020. Et puis le choix qui sera fait par le Parti travailliste sera officiellement arrêté au mois de novembre lors de son congrès qui va se tenir aux environs du 18 novembre. Un congrès où vous remettrez votre présidence en jeu? Toujours. À chaque congrès, il y a de nouveau l'élection du président. À chaque congrès. Alors, votre démission des institutions correspond aussi à un renouvellement de fait des générations.
On a vu plusieurs responsables politiques prendre leur distance, placer ou faire présenter leur successeur potentiel. C'est en fait la génération des accords de Matignon et de Nouméa qui s'efface petit à petit. Qu'est-ce qui va en rester? Qu'est-ce que vous allez laisser? Et est-ce que les nouvelles générations sont, à votre avis, dans le même état d'esprit que celui qui vous a guidé depuis 30 ans? Ben, il en reste quand même des anciens. Je pense notamment à Niaoutine ou à Mitan, Louis Mapou, qui font partie de ces anciens, Victor Tutugoro au niveau indépendantiste. Maintenant, c'est surtout au niveau non indépendantiste que la classe politique est quasiment entièrement renouvelée, quoi. Avec un discours un peu plus radical. Alors après, c'est la capacité des uns et des autres à converger et à trouver les passerelles nécessaires. En tout cas, nous, on a su le faire. On a eu l'exemple des deux grandes personnalités qui ont eu cette poignée de main dont tout le monde se souvient dans le pays. Maintenant, derrière, est-ce que ceux qui arrivent, ils auront cette capacité-là? En tout cas, chacun aura assumé sa responsabilité le moment venu. Donc, nous, on va observer. En tout cas, je profite que vous parliez de ça pour saluer mes amis Pierre et Eric, avec qui nous avons fait route ensemble depuis longtemps, même si on était dans des camps politiques, adversaires, mais on s'est toujours très estimés. Comme je vous disais, Pierre Progier, on a fait les bancs de l'école ensemble, dans la même période, à partir de 62 au collège de la Pérouse. Donc on arrive peut-être au bout de cet engagement institutionnel, on va dire. Donc je profite pour les saluer et puis dire qu'on aura sans doute l'occasion de se voir et puis de s'apprécier au cours d'un déjeuner ou d'un dîner. L'invitation est lancée, s'ils nous écoutent. Vous étiez rapproché aussi presque institutionnellement ou à un moment sur la proposition des deux drapeaux, où on avait senti avec Charlie Pidgeot à l'époque qu'il y avait un dialogue qui était possible. On n'a peut-être pas retrouvé depuis. Depuis, on a vu l'exploitation qu'on a été faite par Philippe Gomez de cette convergence de vues qu'on avait eue autour des deux drapeaux, bien sûr. Donc, d'un côté, Philippe Gomez, de l'autre côté, Paul Niaoutine, qui sont évertués à négativiser ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais c'est vrai que on a retrouvé un certain état d'esprit à ce moment-là. Et donc, c'était quelque chose de bien. Il fallait le faire. Et cela a pu se faire parce que Charlie et Pierre étaient tous les deux du Mont d'Or. Il y avait déjà une appréciation personnelle. Et donc, Charlie a saisi la proposition qui était donc de monter le drapeau kanak aux côtés du drapeau français. C'est ce qui s'est fait. La plupart des communes ont suivi, sauf la Foix. Et quelques années plus tard, l'exploitation qu'on a été faite, on a vu le retour du boomerang, elle a été atroce aux dernières provinciales pour Calédonie ensemble. C'est une conséquence, selon vous? Vous l'expliquez comment, cet effondrement, que tout le monde n'avait pas forcément vu venir de cette ampleur, en tout cas? L'excès, l'abus, les pleins pouvoirs, et donc ne pas avoir senti la saturation que les gens commençaient à avoir. Et puis je crois qu'il y a quand même une chose chez tout le monde, c'est la concentration des pouvoirs entre les mêmes mains, ça fait peur. Et puis derrière la campagne qu'a menée Sonia Backes et son équipe, ça a été quand même assez costaud et on a vu le résultat. Alors on annonce un comité des signataires, c'était prévu après les provinciales, ça devrait arriver après l'été métropolitain. Vous avez assisté à plusieurs comités des signataires, et vous nous le disiez, cette fois-ci vous n'irez pas, j'imagine. À quoi ça peut servir? Est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les partenaires ou les participants à ce comité des signataires peuvent ouvrir des nouvelles pistes pour la sortie de l'accord de Nouméa? Ça va être difficile par rapport à la campagne qu'on vient de connaître. Et puis je crois que les évolutions qui se sont faites, elles l'ont été depuis 98 et du plan comité des signataires.
au point que moi, je voulais plus y assister, hein, j'assistais plus. Et après, donc, c'est l'allié qui m'a remplacé dans le groupe UCF-NKS et nationaliste. Mais voilà, quoi. Donc, est-ce qu'ils en auront la capacité? Moi, je crois pas, hein. Moi, je crois pas parce que dans le passé, les évolutions qui ont pu se faire, elles se sont faites en dehors des responsables qui sont aujourd'hui présents aux commandes, quoi. Et moi, je suis sceptique. Je suis sceptique. Je crois pas qu'ils vont avoir la capacité parce qu'après, il faut... Il y a aussi le fait qu'ils ont beaucoup critiqué aussi dans le passé, hein, quand il y a eu les premiers accords, et donc on s'est enfermé, certains se sont enfermés dans une logique et dans des propos qui, à mon avis, vont continuer à les enfermer pour la suite, quoi. Donc il faut attendre le deuxième et le troisième référendum avant d'avoir un peu de lisibilité sur l'avenir. Oui, et puis on verra aussi la suite de ce que fait Un cœur, une voix là par rapport aux gens qui ne votent pas au provincial. Ça vous inquiète, ça, que les 41 000 personnes qui sont sur le tableau annexe se manifestent aujourd'hui et réclament le droit de vote? C'est quelque chose qui peut peser, à votre avis, sur l'avenir? À mon avis, ça peut peser parce que ça, c'est la conséquence de ce que moi j'ai toujours dénoncé et de ce que les autres ont laissé faire. Hein, là, je parle des indépendantistes. Mais pour moi, il y a plein de choses sur lesquelles ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, ils devraient pas se taire, ils devraient faire valoir leur position, anticiper, parce que aujourd'hui, attendre que la Cour européenne des droits de l'homme se prononce, et si d'aventure se prononcer pour condamner la France, donc la France serait obligée donc de revoir la position, ça poserait un sacré problème politique dans le pays, hein. Donc, moi, je pense que... Moi personnellement, hein, sur le fond, moi, j'estime que les gens n'ont pas à voter. Un jour, j'ai répondu à l'un de mes avocats qui disait « Oui, mais je comprends pas, monsieur Regueil, pourquoi vous nous autorisez pas à voter ?» Je dis « Mais vous n'êtes pas venu pour voter, vous êtes venu pour travailler. » Donc, il faut replacer les choses. On peut faire les deux. Oui, on peut faire les deux. C'est comme... vous voyez, je profite pour dire, par rapport aux gens dont on parle, les intérêts matériels et moraux, et ce qui revient souvent, c'est que les gens disent « Mais nous, on paye des impôts, donc on doit voter. » Moi, j'estime que les gens qui viennent dans ce pays, c'est parce qu'ailleurs, ils n'ont pas pu avoir leur vie qu'ils souhaitaient et qu'ils sont venus ici pour une vie meilleure. Quel qu'ils soient métropolitains, wallisiens, tahitiens, etc. Donc la moindre des choses, quand on arrive dans ce pays et qu'on a une vie meilleure, ben, c'est qu'on donne en retour quelque chose à ce pays. Donc on paye des impôts, ça c'est la logique. Mais c'est pas le fait de payer des impôts qui doit amener le vote. Non, le fait de payer des impôts, c'est la reconnaissance que grâce à ce pays, on a une vie meilleure que par rapport au pays qu'on a quitté. C'est un vieux principe, vous le savez, le consentement à l'impôt, c'est quand même un petit peu ce qui fonde un certain nombre de choses dans les pays démocratiques. Donc, oui, mais nous c'est pour ça qu'il est invoqué souvent au Calédonie. Mais nous, on a cette chance de pouvoir innover. Et donc, moi, je crois qu'il faut replacer les choses comme elles doivent être placées, à savoir que les bœufs passent avant la charrue. Et donc, c'est de la part des partis du FLNKS que vous attendez ces mises au point ou ces réponses à l'association Un cœur, une voix? Je crois pas. Enfin, je veux pas être méchant avec mes cousins, mais j'aimerais que... Vous savez, il y avait des choses plus évidentes à dire et à dénoncer. J'évoquais tout à l'heure les flux migratoires que nous, on a toujours dénoncés, parce que c'est simplement une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Moi, je me souviens quand il y a eu la révolution en Libye et qu'il y avait un flot d'immigrants qui allaient débarquer en Europe. Ça, je le rappelle souvent. Sarkozy, à ce moment-là, le président Sarkozy, à ce moment-là, il voulait revoir les accords de Schengen par rapport, à la libre circulation des gens en Europe, pour fermer les frontières. Pour quel risque? Pour 25 000 migrants possibles. 25 000. Nous, ici, c'est 41 000 qui votent pas, et puis sans compter les restes. Alors qu'on est un tout petit peuple. Moi, je crois qu'il y a des choses comme ça, sur lesquelles certains devraient avoir une réflexion et avoir une intervention, mais ils l'ont pas fait, ils le font pas, donc j'attends pas plus d'eux. Pour conclure, Thierry Lataste est parti, un nouveau commissaire est attendu ce week-end d'ailleurs. Vous attendez quelque chose des représentants de l'État? Vous allez parler avec eux, enfin avec lui, avec Monsieur Lataste est parti? Ah ouais, j'avais vu qu'il allait s'en aller. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, hein, compte tenu de ses différents passages dans le pays, notamment
au moment d'une période assez particulière, assez difficile dans le pays. Donc j'aurais bien voulu le saluer. Le représentant de l'État, il est important dans le sens où c'est lui qui est la voix du gouvernement dans le pays. Donc on verra le prochain. Je ne sais pas qui va être nommé. Vous savez déjà? Laurent Prévost, il s'appelle. Et qu'est-ce qu'il a comme expérience outre-mer? Il a été préfet de la Martinique et il a servi au cabinet, il a été directeur de cabinet de plusieurs secrétaires d'État à l'outre-mer. D'accord. Ah bon, ça va. Notamment Yves Gégaud. Mais il faut écouter les infos. J'écoute plus depuis que je suis hors des institutions. Je suis sûr que vous continuez à écouter RRB. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci de l'invitation.